fact that this assassination, the act of Gavrilo Princip, is the beginning of the World War? No. No? No. Yeah, I think that it is only one drop in a glass, and I think that the great powers like in that period, like Great Britain, German, Russian, France, they were prepared for war. Singing songs of Piccadilly, Grand and Leicester Square, till Paddy got excited, then he shouted to them there. Il faut déjà avoir en tête que, contrairement à nous aujourd'hui au XXIe siècle, pour un homme politique, la guerre c'est quelque chose de naturel et de normal. La guerre, ça fait encore partie de la vie politique. Pour nous aujourd'hui, la guerre c'est devenu scandaleux, mais en tout cas en 1914, dans l'esprit de l'homme politique, la guerre c'est un moyen comme un autre de faire une politique. Ça c'est la première grosse différence entre ce moment de l'histoire et nous aujourd'hui. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, suite au développement des impérialismes, notamment dans les empires coloniaux, il y a des tensions, je ne vais pas dire permanentes, mais qui reviennent cycliquement entre les différentes puissances. Tensions qui ne sont pas d'ailleurs toujours entre les mêmes puissances. Bien sûr qu'elle pense. Il y a toujours cet antagonisme fondateur entre la France et l'Allemagne entre 1870 et 1914. Mais c'est difficile aujourd'hui de considérer que c'est l'antagonisme politique entre la France et l'Allemagne qui a embrasé le monde. Je pense que ça ne correspond pas à la réalité historique. C'est un jeu européen et une géopolitique beaucoup plus compliquée qu'une rivalité entre le coq gaulois et l'aigle allemand. C'est plus compliqué et c'est par les Balkans que la crise arrive. C'est le frottement de deux blocs impériaux entre Autriche-Hongrie et Russie avec cette question slave aux dépens d'une Turquie qu'on expulse hors d'Europe. C'est ça le noyau de la crise. Il faut sortir de cette idée que vous avez peut-être, que tout ce qui s'est passé en Europe au XXe siècle résulte de cette dialectique franco-allemande. C'est beaucoup plus européen, c'est beaucoup plus vaste et compliqué. La Serbie mène une politique de puissance. Elle sort victorieuse des guerres balkaniques de 1912-1913 et elle a un projet politique qui est de réconcilier, réunifier tous les Slaves du Sud. Il y en a chez les Austro-Hongrois et le grand problème, c'est que la Bosnie-Herzégovine, peuplée à 50% de Serbes, est annexée par l'Autriche-Hongrie. Ce que dit Christopher Clark, c'est que c'est la Serbie. Et au fond, le calcul des nationalistes serbes de Bosnie, c'est qu'en s'attaquant à l'archiduc, on fait exploser la monarchie et on libère les peuples. Et on va permettre la réalisation de ce projet. La discussion qui a commencé juste après la guerre, et même avant, perdure 100 ans après. On discute encore la responsabilité de cette guerre. D'abord parce que, contrairement à beaucoup d'autres conflits, le pourquoi la guerre ou comment la guerre est assez difficile à expliquer. La preuve, il faut une expédition de quasiment 1000 mètres carrés pour essayer de rendre compte de ça. Autant tout le monde comprend pourquoi la guerre éclate en 1939. La montée du nazisme, l'envahissement de la Pologne, c'est évident. Autant on comprend très bien pourquoi elle s'était déclarée en 1870. C'est ce besoin de Bismarck d'écraser la France pour réaliser l'unité de l'Allemagne. Autant en 1914, objectivement, pourquoi cette guerre ? C'est pas une question très simple. Donc c'est déjà une des premières raisons qui font que cette question des responsabilités, elle reste forte, c'est qu'il n'y a aucune réponse qui sera un jour, à mon avis, totalement satisfaisante. Girl I know.